les chiffres le montrent. En 1998, il y a une réunion spéciale des Nations Unies sur les drogues où il a été déclaré que 10 ans plus tard, les drogues auraient pratiquement disparu. Or, par exemple, la production d'opium a plus que doublé avec l'Afghanistan. La production de marijuana a triplé. C'est des évaluations approximatives. Mais l'échec de la guerre à la drogue, parce que justement, elle ne s'attaque pas aux phénomènes fondamentaux, c'est-à-dire à la pauvreté paysanne avant toute chose, qu'elle ne propose pas suffisamment d'argent pour ça, qu'elle ne s'attaque pas au vide, au renforcement de l'état de droit dans des pays où justement l'État ne contrôle pas le territoire. Et souvent on ferme les yeux sur les actions des mafias, dans la mesure où ces mafias sont des alliés de l'État. En Afghanistan aussi, c'est bien connu, les Américains et les Alliés ferment les yeux sur des milices de trafiquants de drogue parce qu'ils combattent les talibans, ils sont du bon côté. On parle beaucoup des FARC, effectivement, qui sont impliqués dans le trafic de drogue, mais on parle beaucoup moins des paramilitaires, des autodéfenses unies de Colombie, qui sont plutôt du côté gouvernemental, même si le gouvernement leur a porté quelques coups parce qu'il était forcé par la pression internationale. Donc cette complaisance pour des intérêts économiques, on vient de voir actuellement que les Américains se sont fait octroyer 8 bases militaires importantes en Colombie, dont une, Palenquero, peut permettre des vols sans carburant, sans changement de carburant, sur 18 000 km de distance. Si c'est pour lutter contre la drogue, pourquoi une telle ampleur dans ces moyens sophistiqués? En fait, les États-Unis se servent de la guerre contre la drogue pour contrôler le territoire. Le plan Colombie a provoqué une réduction importante a coûté très cher, mais c'était un plan essentiellement militaire. Aujourd'hui, on en serait, après être allé à 170 000 hectares, on serait à 68 000 hectares en Colombie, mais le Pérou, pendant le même temps, a énormément augmenté et approche des 60 000 hectares. Les spécialistes prévoient que le Pérou va redevenir le premier producteur mondial qui était dans les années 80-90 de feuilles de coca. D'autre part, la productivité de la cocaïne a été énormément augmentée par le trafiquant, par des moyens technologiques. Et on a même parlé de coca transgénique, je crois que c'est exagéré. Mais la productivité a énormément augmenté, ce qui fait qu'il y a presque autant de coca qu'il y en avait avant cette éradication. L'impact corrupteur, effectivement, permet de financer les campagnes électorales. On sait qu'en Colombie, les trafiquants infiltrent le Parlement par le bas à plusieurs reprises. Carlos Castaño, un des chefs des milices de l'AUC, qui a été assassiné depuis, disait qu'environ 30% du Parlement répondait aux consignes des paramilitaires. Et c'était certainement vrai, et personne ne l'a démenti. D'ailleurs, c'est considéré comme normal en Colombie qu'une partie du Parlement soit contaminée par les trafiquants. Il y a deux exemples qui sont aussi intéressants. On parlait de la Jamaïque, où les deux grands partis donc, utilisent les trafiquants de drogue pour conquérir les voix lors des élections. Et un dernier événement qui est passé inaperçu, au Suriname, le dernier président qui vient d'être élu s'appelle Derzi Bouterse. Il est condamné à 11 ans de prison aux Pays-Bas, l'ancienne puissance coloniale, pour trafic de drogue. Là, ça dépend beaucoup des pays. On peut dire qu'il y a des pays pour lesquels ça pèse énormément. La Bolivie, à plusieurs reprises, a vu son PIB soutenu. L'Afghanistan, c'est bien connu. Mais tous les experts disent qu'en Colombie, par exemple, l'argent de la drogue a des effets plutôt négatifs, déséquilibre l'économie, accroît la présence de devises qui n'ont pas de répondant matériel, provoque l'achat de biens de consommation qui ruinent
la petite industrie locale, c'est pareil en Afghanistan. Donc dans des pays très pauvres, ça peut être un soutien artificiel de l'économie. Dans un certain nombre de pays, c'est au contraire une distorsion de l'économie. En finançant des actions pacifiques et non pas les actions de caractère militaire. Par exemple, l'Europe, le Parlement européen, à la quasi-unanimité, a refusé de participer au financement du plan Colombie, justement parce qu'il ne tenait pas en compte le soutien à l'état de droit et le problème de la pauvreté, le problème des actions sociales. Donc, ça serait déjà un premier point. Un second point, c'est l'arrêt des subventions aux productions agricoles concurrentes de la part des pays riches, concurrentes à celles des pays en développement. Il y a toujours, ces problèmes n'ont pas été résolus, donc les pays en producteurs de drogue se trouvent concurrencés dans leur production alternative par des produits subventionnés par l'Europe ou par les États-Unis. Donc ça serait une mesure très importante dans le commerce international. Et mettre évidemment l'accent davantage sur la prévention, l'éducation, que sur la répression. La légalisation présente des avantages, mais des inconnus aussi sur la consommation. Il y a peut-être des risques qui n'ont pas été encore mesurés par les nations et par ceux qui les proposent. Je dirais, dans mon point de vue, que la politique répressive en matière de drogue est un tel échec qu'on n'aurait rien à perdre à essayer une politique via la légalisation. En tout cas, le minimum, c'est la réduction des risques, c'est-à-dire les distributions de seringues aux toxicomanes, les possibilités de méthadone, enfin, toutes ces politiques qui ont été adoptées par des grands pays comme le Canada, qui sur la politique extérieure a la même que les États-Unis, mais qui sur le plan intérieur a une politique beaucoup plus libérale. Une partie des pays européens, moins des pays comme la Suède, ce qui peut un peu étonner, mais disons des politiques de réduction des risques en attendant une éventuelle légalisation et à laquelle je crois les pays ne sont pas prêts.